Merci beaucoup d'être si nombreux. Donc effectivement, on va discuter les bonnes pratiques de la prise en charge de l'agression myocardique après chirurgie non cardiaque. Et effectivement, pour rester dans le temps qui nous est imparti et se laisser un temps de discussion, on va vraiment se focaliser sur, pas tellement, et on pourra en discuter dans la période de questions-réponses sur l'évaluation et la place des biomarqueurs préopératoires et post-opératoires, mais on se met dans la situation où on observe un dommage myocardique et donc qu'est-ce qu'on fait en post-op. J'ai des conflits d'intérêts, mais sans lier à ça. Et donc, un mot simplement peut-être sur de physiopathologie pour dire que la fragilité myocardique, elle est particulièrement présente chez les patients porteurs de cardiomyopathie. 3 grandes cardiomyopathies les plus fréquentes sont souvent associées à ces dommages myocardiques post-op. C'est la cardiopathie ischémique, la cardiopathie hypertrophique et la cardiopathie dilatée. Et se rajoutent, et on va le revoir rapidement, plein de facteurs qui sont particulièrement fréquents dans le périopératoire de chirurgie non cardiaque, qui vont venir créer un stress myocardique périopératoire par différents mécanismes et entraîner un dommage myocardique qu'on appelle myocardial injury en anglais. Et donc, ce MIMS pour myocardial injury after non-cardiac surgery, est-ce que c'est associé à une... Pardon, quelle est la définition? Excusez-moi. C'est une augmentation de troponine observée en post-opératoire de chirurgie non cardiaque. Et par augmentation de troponine, on entend une élévation au-delà du 99 percentile qu'on observe dans... alors, il y a vraiment beaucoup de monde. Dans le... Je parle plus près du micro, je n'ai pas écouté mon cours de micro juste avant, pardon. Donc la définition, excusez-moi, du dommage myocardique, c'est l'élévation de la troponine post-op qu'on dose maintenant. Et quand on l'observe ici, dans des grands ensembles, on a une multiplication quasiment par 4 de la mortalité à J30. Donc il est indubitable qu'il y a un impact. Et toute la question qu'on va essayer de traiter ensemble, c'est de savoir si on peut essayer de limiter cet impact, soit par des mesures de prise en charge thérapeutique, soit par des mesures préventives. Donc très rapidement, et ça vous le savez, l'ischémie myocardique, c'est l'association d'une baisse d'apport en oxygène du myocarde et éventuellement d'une augmentation de la demande du myocarde en oxygène qui crée de l'ischémie. Ce qu'on fait, nous, et ce qui peut apparaître dans le périopératoire, c'est la tachycardie, l'inotropisme qui vont augmenter, qui vont aller augmenter la demande en oxygène. Et puis, de manière très fréquente, la baisse de pression de perfusion coronaire, l'hypotension, beaucoup plus rarement le spasme, l'hypoxémie, l'anémie, elles vont être des facteurs associés à la baisse de l'apport en oxygène. Et c'est ça qui va faire le lit de l'ischémie myocardique, plus que le phénomène qui est celui qu'on observe en cardiologie, du thrombus coronarien. Et on va voir qu'il y a une définition maintenant un peu formelle de l'infarctus du myocarde qui identifie plusieurs types. Le type 1, c'est celui par rupture de plaque. Le type 2, c'est celui ici de mécanisme plurifactoriel que je vous ai décrit. Simplement, un mot de physiologie sur le fait que même s'il n'y a pas d'infarctus au sens cardiologique du terme, la plupart du temps en post-op, ces phénomènes d'ischémie vont entraîner un certain nombre de changements fonctionnels cardiovasculaires qui vont faire le lit d'autres types de complications, notamment d'insuffisance cardiaque. Il y a une altération, notamment de la fonction diastolique du ventricule gauche. Il y a des problèmes de rythme cardiaque qui apparaissent et puis des modifications beaucoup plus structurelles qui peuvent avoir des conséquences à plus long terme. Et je ne les ai pas détaillées, elles sont un peu anciennes, mais il y a de nombreuses études qui font la relation entre cette ischémie périopératoire, l'infarctus, et puis même une morbidité à plus long terme. Donc je le disais rapidement, maintenant une dizaine d'années qu'il y a eu une révision de la définition de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est une élévation de troponine et des sites cliniques ou électrocardiographiques ou échographique ou angiographique. Et donc, nous, ce qu'on discute ici et ce qui nous intéresse, c'est l'infarctus de type 2, celui qui est associé à un phénomène de déséquilibre, donc de la balance énergétique, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, du myocarde, et non pas le phénomène aigu de rupture de plaque. En une slide, il y a des différences que vous connaissez, mais que je rappelle ici, de caractéristiques cliniques entre
l'infarctus, l'ischémie, on va dire cardiologique, et puis le dommage myocardique ou l'infarctus périopératoire. C'est souvent une ischémie silencieuse, elle est souvent prolongée, on va le voir, c'est des phénomènes qu'on observe à plutôt 24-48 heures post-opératoire. Il n'y a pas d'onde-Q systématique, c'est plutôt du dommage sous-endocardique et donc qui se traduit électriquement par un sous-décalage du ST. Et donc vous voyez ici en miroir que c'est tout à fait différent de l'infarctus classique. Alors, ça et je remercie Jean-Luc Fellaye d'avoir partagé ça, c'est ce qu'on essaye de répéter, et donc j'ai dit qu'on allait se concentrer sur le post-opératoire, mais quand on veut optimiser un patient sur le plan cardiovasculaire, ça part par le pré-op, l'intra-opératoire, le post-opératoire. Juste un mot, parce que même si c'était sur, je me permets de refaire un peu de pédagogie sur l'optimisation et ce qu'on arrive à faire en intra-opératoire. Et sur ce fait-là, vous savez que des recommandations formalisées sont en cours et seront présentées, je parle sous le contrôle de Bernard, à l'ASFAR cette année, sur l'optimisation hémodynamique. Vous savez qu'il y a des recommandations sur l'optimisation de la volémie par la mesure du volume d'éjection systolique. Je pense qu'une des nouveautés importantes de ces recommandations, ça va être d'insister sur la nécessité d'optimiser la pression artérielle. Et vous savez, donc ça, et ce qui sous-tend ça, et ce qui sous-tend notre discussion, c'est la constatation d'une relation extrêmement étroite entre l'hypotension intraopératoire et le risque de dommage myocardique. Pardon, ici, je ne l'ai pas dit, mais c'était le temps passé sous 65 mm de mercure de pression artérielle moyenne. Vous voyez ici que dès 5 minutes d'hypotension, somme toute assez modérée, on observe un risque de dommage myocardique accru. Et puis ici, vous voyez que de la même façon, il y a toujours ce seuil qui a l'air d'apparaître comme assez consistant de 65 mm de mercure de pression artérielle moyenne et une augmentation qui se fait, qui est à la fois dose dépendante. Plus longtemps vous êtes hypotendu, plus vous avez un risque de dommage myocardique post-opératoire. Et on pourrait se dire, bah, tiens, c'est un phénomène sur lequel on ne peut pas agir. Eh bien, quand vous regardez ici, et vous le connaissez, j'espère, tous par cœur, cet essai conduit par l'équipe d'Emmanuel Futier, qui montre que quand on optimise la pression artérielle, c'est-à-dire qu'on reste à 90% de la pression artérielle, alors là, c'était une cible de pression artérielle systolique, par rapport par rapport à la pression de base versus une gestion, on va dire, plus habituelle d'objectifs hémodynamiques avec 60% de la pression artérielle de base, eh bien, on observe d'une part une pression artérielle qui est constamment plus élevée, donc ils ont réussi, mais qui n'atteint pas tout à fait les objectifs. Vous voyez ici la pression qui était la même au départ entre les deux groupes. Elle est aux différents temps de la chirurgie discrètement plus élevée, mais ce qu'on a observé, vous le savez, c'est une réduction du risque de complications post-opératoires quand on personnalise et qu'on traite agressivement l'hypotension intraopératoire. Donc ça sera, sans trahir de grands secrets, des recommandations de haut niveau de faire ce type de prise en charge personnalisée au bloc opératoire pour prévenir le dommage myocardique. Alors maintenant, je reviens au sujet qui nous occupe, c'est une fois qu'on a dit qu'il y avait de l'ischémie et qu'il fallait prendre en charge et qu'on l'avait mesuré. Je vous l'ai dit, ici, ça passe par la surveillance de la troponine et on va se poser des questions sur savoir comment adapter au mieux la balance énergétique du myocarde et on va discuter s'il y a des optimisations de traitement à faire. Un point juste pour vous redire l'importance de ce phénomène. Quand on prend des patients opérés en chirurgie non cardiaque, ici c'était plus de 15 000 malades dans l'essai, dans l'étude Vision, et qu'on regarde les élévations ici de la troponine T, d'une part on a une augmentation très significative de la mortalité quand elle est élevée, mais surtout c'est un phénomène qui est fréquent. Plus de quasiment 12% des patients de cette cohorte avaient des élévations. À cette époque, c'était encore de la troponine non hypersensible et ça a été reproduit avec de la troponine hypersensible. Ce qui était intéressant, c'est que dans cette étude, la conclusion, c'était de dire très bien, on a beaucoup d'études qui nous disent que quand c'est élevé, c'est grave, mais on a peu de choses à faire pour rétablir et éventuellement améliorer le pronostic des malades. Et donc la question, c'est est-ce que c'est un phénomène qui est actionnable et qui doit entraîner des actions? Et c'est ça qu'on va essayer de rapidement discuter. Alors, et ma grande faute, puisqu'elles ont
paru là tout à fait récemment. Mais donc il y a les plus récentes des recommandations sont celles de l'ESAIC, mais qui, je pense, sont assez congruentes avec celles de la Société européenne de cardiologie de 2022, et donc qui vont un peu asseoir l'ensemble de nos discussions. Je ne vais certainement pas lire ce résumé en français, mais vous pourrez le revoir dans les diapositives. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière, ici, on nous enjoint en cas de complications cardiovasculaires périopératoires, d'avoir un algorithme à la fois de prise en charge diagnostique et thérapeutique spécifique pour traiter la cause, enfin l'identifier et traiter la cause. On avait essayé avec donc Jean-Luc et d'ailleurs Bernard et d'autres de proposer, c'était en 2018, cette forme d'algorithme qu'on retrouve ici, qui dépasse et qui passe par « Ok, mon patient, j'observe une élévation de troponine. Évidemment que je vais l'examiner, lui faire un ECG, et soit je rentre dans les canons classiques de l'infarctus du myocarde électrique avec une élévation du segment ST ou une non-élévation du segment ST. Si c'est l'élévation, c'est un infarctus classique, ça existe, et on ne va pas revenir sur la prise en charge cardiologique de l'infarctus du myocarde. Si il n'y a soit pas de changement électrique, soit un sous-décalage du segment ST ou pas de changement, on regarde effectivement si on a des raisons de penser qu'il y a un problème de balance énergétique du myocarde, et dans quel cas on évoque plutôt un infarctus du myocarde de type 2, et on a ici notre feuille de route qui est celle qui consiste à d'abord et avant tout corriger les facteurs qui ont favorisé cette élévation s'ils sont persistants, l'hypo, mais aussi l'hypertension artérielle, l'anémie, l'hypoxie, le sepsis. Et on reverra après si, une fois qu'on a fait ça, les problèmes persistent ou s'il y a d'autres choses à faire en termes notamment de traitement. C'est la pédagogie, c'est la répétition. Donc, de nouveau, notre balance énergétique sous une autre forme. Ici, vous avez ce qui va augmenter la consommation l'oxygène du myocarde en oxygène, la fréquence cardiaque est le principal déterminant, et on va voir comment, et si c'est intéressant, d'essayer de contrôler la fréquence cardiaque chez ces patients-là, et dans les autres dimensions, excusez-moi, on va s'intéresser, on va regarder l'oxygénation évidemment, le contrôle tensionnel et quelques mots sur l'anémie. Juste un mot sur l'oxygène, un résultat que je pense notre communauté d'anesthésie-réanimation ne connaît peut-être pas suffisamment sur évidemment l'intérêt de l'oxygène, mais aussi éventuellement les méfaits. C'est un travail qui est un travail de cardiologie chez des patients qui avaient un infarctus du myocarde à la phase aiguë, qui ont été randomisés en je mets systématiquement 8 litres d'oxygène et je mets de l'oxygène, mais uniquement, en tout cas, pour maintenir une saturation au-dessus de 94%. Et ce que vous observez ici, c'est que le pic, notamment de CK, donc d'enzyme cardiaque, dont on sait qu'il est à peu près proportionnel à la masse de myocarde infarci in fine, est plus élevé chez les patients qui ont reçu beaucoup d'oxygène. Donc le message ici, et il y avait également beaucoup de résultats secondaires sur le risque de récidive, sur le risque d'arythmie. Donc on l'a dit, sur la taille à distance de l'infarctus, qui était en faveur d'avoir une correction de l'hypoxie, mais pas de supraphysiologique, un concept qui reste général. Et ici, donc, on doit donner de l'oxygène si les patients sont hypoxiques, mais pas forcément, pas systématiquement. C'est un peu ça le message ici. Sur la mesure de l'hémoglobine et la correction, donc on a des recommandations qui datent un peu, mais qui sont toujours valables, et qu'il faut surveiller, avoir un chiffre préopératoire chez le patient à risque, donc en particulier les patients coronariens, et de le surveiller. Et les recommandations parlaient pour ces patients-là de seuil transfusionnel autour de 10 grammes, qui probablement pourrait, chez un patient qui fait du dommage myocardique, être aussi utilisé. Ici, donc là où c'est des résultats qu'on n'a pas directement chez les patients atteints de dommages myocardiques, parce qu'on n'a pas fait d'essai chez eux, donc c'est des malades, là encore, médicaux. Mais vous observez ici que chez les patients qui ont, ça c'était l'hémoglobine la plus basse observée lors de leur prise en charge, qui ont une anémie inférieure à 9 grammes, il y a un bénéfice, une réduction de la mortalité quand ils sont transfusés, ce qui fait extrapoler l'idée qu'il faut être au-dessus, en tout cas, de cet objectif chez les patients à risque coronaire. Donc on est
dans des résultats qui sont encore un peu, en tout cas, on les discutera, mais mettent une cible d'hémoglobine largement au-dessus de 7 grammes, mais probablement plutôt autour de 9 grammes chez ces patients-là. On a parlé de l'hémoglobine, on a parlé de l'oxygène. Maintenant, la fréquence cardiaque, qui est probablement un des facteurs actionnables les plus importants. Pour plein de raisons, la fréquence cardiaque va aller altérer la balance énergétique du myocarde, à la fois en augmentant le travail, en augmentant l'inotropisme par un effet staircase, et puis en diminuant la perfusion parce qu'il raccourcit la diastole. Donc par tous ces effets-là, vraiment, la tachycardie, c'est probablement le facteur le plus nuisible pour un myocarde qui manque d'oxygène. Et c'est tout à fait dose dépendant là encore. Plus la fréquence cardiaque est élevée, plus la morbidité ici augmente. Ce que vous observez là, c'est l'intérêt de réduire chez des patients qui ont une ischémie myocardique. Là, on n'est pas dans le contexte périopératoire là encore, mais quand vous réduisez la fréquence cardiaque, vous réduisez à la fois le volume d'affarcissement, puis ici, vous aviez même une variation. Plus vous réduisez la fréquence cardiaque, plus vous améliorez la mortalité des patients qui sont à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde. Alors, est-ce que ça, c'est vrai pour nos patients périopératoires? Eh bien, d'une part, il y a ici, c'était l'essai, alors qui Vision, donc à peu près la même population, mais chez qui cette fois avait été, en l'occurrence, dans cette étude-là, regarder la relation entre la fréquence cardiaque, la mortalité post-opératoire et puis l'ischémie myocardique. Ce que vous pouvez observer, c'est que plus, même s'il y a une relation qui n'est pas strictement linéaire, mais en tout cas, évidemment, plus la fréquence cardiaque est élevée, plus le risque myocardique, mais même également presque d'infarctus du myocarde et in fine de mortalité est élevé. Donc au moins cette relation existe. Donc je redis, est-ce qu'il y a un intérêt à la réduire? En tout cas, des moyens de réduire la fréquence cardiaque, ils sont nombreux. Hein, des médicaments bradycardisants qu'on l'a utilisables, il y a les inhibiteurs classiques. L'ivabradine, qui est un médicament particulier parce que c'est un chronotrope pur, négatif pur. Les bêta-bloquants, on va y revenir, qui sont chronotropes mais également inotropes négatifs, et puis les alpha-2 agonistes. Alors, est-ce qu'il y a des évidences pour dire cela? J'avance un peu parce que je pense que le temps passe. Ici, vous aviez cet essai fameux d'introduction chez les patients en périopératoire de métoprolol, donc qui est un bêta-bloquant plutôt de longue durée d'action. Et vous voyez ici qu'on avait une réduction du risque d'infarctus du myocarde et de mortalité cardiovasculaire, mais que l'augmentation du risque d'AVC était très significative, ce qui fait que quand on regardait la mortalité globale de ces patients, c'était en défaveur de l'introduction de bêta-bloquants en périopératoire de chirurgie non cardiaque. Toutefois, est-ce qu'il va peut-être faire rediscuter, puisque du coup, on a, je crois, collectivement beaucoup dit que introduire des bêta-bloquants, c'était potentiellement délétère. Aujourd'hui, il y a des nouveaux médicaments, et alors il n'y a absolument aucun conflit d'intérêt avec eux, notamment des médicaments de très courte durée d'action, qui ont un effet surtout chronotrope négatif et moins inotrope, en tout cas qui surpasse largement l'effet inotrope négatif, que ce soit l'esmolol ou le landiolol, et qui pourrait être intéressant à utiliser. Et en effet, quand on regarde ici, c'est une méta-analyse d'essais randomisés. Et ce que vous observez donc ici, ce qu'on appelle une méta-régression, chaque résultat et chaque ici point ou surface est le résultat d'une étude et la relation entre la dose ici d'esmolol et la réduction de pression artérielle, la réduction de fréquence cardiaque. Et vous voyez, quand on est ici dans ce range thérapeutique d'esmolol, on arrive à ne pas avoir de baisse trop drastique de la pression artérielle. Et quand on regarde le résultat sur l'impact en termes de réduction de l'ischémie par rapport au placebo, on a un résultat qui est très significatif. Donc, je pense qu'il faut s'approprier. C'est encore des petites études, 60 études, 3700 malades, c'est des petits effectifs et donc il nous manque probablement des études de grande ampleur pour rentrer ça dans nos pratiques. Mais réduire la fréquence cardiaque sans faire chuter drastiquement la pression artérielle avec ce type de médicament, ça semble possible et probablement très intéressant chez les malades qui ont une tachycardie post-opératoire.
Alors, quelques mots rapides sur la suite de notre algorithme qui parle de l'optimisation des traitements qui sont là pour le coup des traitements chroniques des patients qui sont là pour le coup largement documentés comme étant importants. Le message était assez simple, c'est que l'introduction fait le maintien tant que faire se peut, idéalement quand c'est possible en fonction du type de chirurgie, mais surtout la réintroduction rapide de ces traitements est absolument associée à une réduction des conséquences et de dommages myocardiques post-op. Ici, c'était une étude sur un grand nombre de patients observationnels qui regardaient l'impact des combinaisons de traitements sur la mortalité des patients qui avaient un infarctus du myocarde. Et vous voyez ici que finalement, parmi les 4 médicaments du coronarien, statine, aspirine, bêta-bloquant et inhibiteur de l'enzyme de conversion, eh bien finalement, là aussi, il y a une association absolument forte entre le pronostic des patients et le fait d'avoir réintroduit très vite ces médicaments. Est-ce qu'on l'observe dans le péréopératoire? Une étude qui était menée par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière il y a un petit peu de temps maintenant, rétrospective sur des patients de chirurgie vasculaire qui avaient été opérés et les auteurs ont regardé l'association entre une réintroduction rapide et des traitements cardiovasculaires en post-opératoire chez les patients qui avaient fait une élévation de troponine et la relation avec le pronostic. Le résultat, et on va le revoir avec les courbes de survie, il est tout à fait significatif, y compris quand on, et je ne vais pas le détailler, prend en compte les biais du fait que ce n'est pas un essai, mais donc une étude observationnelle, mais même en utilisant ces méthodes dites de score de propension, on voit qu'il y a une réduction très importante ici de la mortalité. Et vous voyez, là, ici, ce sont les patients qui n'ont pas fait de dommage myocardique, mais ici, c'est les traitements, les patients qui ont fait un dommage myocardique, mais chez qui on a réintroduit les traitements de manière précoce versus ceux chez qui il n'a pas été réintroduit. Et on voit ici une différence de mortalité tout à fait importante. Pardon, je ne l'ai pas dit, mais ce sont des patients qui ont été suivis longtemps, donc c'est un effet qui est y compris dans le long terme, parce que c'était à 1 an. Je finis juste là-dessus. Vous avez probablement tous vu un essai très bien publié en 2018 dans le Lancet sur un nombre important de patients en chirurgie non cardiaque qui présentaient un dommage myocardique post-op et qu'on a randomisé entre un anticoagulant oral qui est le dabigatran versus placebo et chez qui a été observé de façon assez incontestable, une réduction d'un critère composite de, on va dire, Major Adverse Cardiac Event post-opératoire. Ils étaient suivis pendant 2 ans, hein, c'est un long suivi. Là, comme je pense, c'était à 1 an, peu importe. Et surtout, une non-augmentation des événements hémorragiques qui donc a conduit les recommandations que je vous montrais à mettre à un niveau 2 de recommandation. Donc, pourrait être considéré le traitement par dabigatran chez ces patients-là, avec une seule référence, un niveau de consensus de niveau B. En pratique, peut-être on peut faire un rapide sondage, qui a déjà introduit du dabigatran en post-opératoire d'un patient qui n'en avait pas avant parce qu'il a élevé sa troponine. On est d'accord que peut-être on manque un peu de résultats confirmatoires de ça avant de le mettre dans nos pratiques du quotidien en tout cas. Et on pourra discuter éventuellement les effets. Donc en conclusion, le dommage myocardique post-op a un impact, c'est indéniable, sur vraiment la mortalité, sur les risques d'événements cardiovasculaires majeurs et longtemps, jusqu'à 2 ans après la chirurgie. Le point, et je ne l'ai pas évoqué, mais c'est évidemment le screening préopératoire, l'optimisation des traitements préopératoires. On pourra discuter la place des biomarqueurs, si vous le voulez, dans le temps de discussion, mais aussi dans le post-op, on le dit, d'abord et avant tout, reprendre rapidement le traitement des patients et les suivre correctement là aussi. Et puis, finalement, le meilleur traitement, c'est aussi la prévention. Et donc, tâcher de maintenir cette balance énergétique au maximum et peut-être ce qu'on doit faire collectivement mieux, c'est traiter plus agressivement l'hypotension intraopératoire. Et je le mets parce qu'il y a un essai bien publié, que c'est dans les recommandations. On peut discuter l'introduction de dabigatran, mais là encore, je le redis, on manque un tout petit peu de plus de résultats. Merci beaucoup.